a démissionné aujourd'hui de son poste de président de l'Assemblée nationale lors de la session extraordinaire. Et puis le déploiement de la télévision numérique terrestre rentre à compter d'aujourd'hui dans sa phase effective. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Démission de Guillaume Soro de la présidence de l'Assemblée nationale. Il a annoncé aujourd'hui à la session extraordinaire du Parlement en présence de 245 députés sur les 252 élus. Dans un discours, il est revenu sur les circonstances de sa démission qui était attendue depuis quelques jours. C'est sous les applaudissements que les parlementaires ont accompagné leur désormais ex-président. C'est fait, la télévision numérique terrestre a été lancée aujourd'hui. Elle est entrée dans sa phase active depuis 2012. L'enjeu, augmenter le nombre de chaînes, favoriser la création et faire émerger des talents. Et selon le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, la TNT va démarrer d'abord avec la région Abidjan pour la phase 1. Les autres régions seront connectées de façon progressive. L'espace audiovisuel s'enrichit de 4 nouvelles chaînes. Il y aura donc 7 chaînes dorénavant. Que vous avez placé votre antenne, tout est devenu plus clair. Il y a une évolution notable. Je vous assure que ce qui m'a frappé, c'est la qualité des images, dans un premier temps. Et le son. J'ai agréablement surpris de voir que ce décodeur peut me permettre de mettre une clé Internet, faire des enregistrements. On a dépassé les frontières. Avec le numérique, je crois qu'on est au-dessus. Que tout le monde ait ce décodeur pour mieux apprécier les images. Des personnalités, des hommes d'influence, des hommes ordinaires, choisis pour servir de bêta-testeurs satisfaits. Nous sommes en février 2016. Au nombre de 1000, ces bêta-testeurs reçoivent des kits adaptables à tout type de téléviseur. Une période de transition du passage à la télévision numérique terrestre, TNT, adoptée en Côte d'Ivoire à l'issue d'un accord régional demandant aux pays africains, asiatiques et européens le passage de l'analogique au numérique. La Côte d'Ivoire va donc emprunter la voie du développement de cet outil. Les enjeux sont multiples. Au niveau technique, une adaptation aux normes actuelles en matière de numérisation de l'image et du son, la diffusion de plusieurs programmes télé sur une seule fréquence, l'accès à plusieurs chaînes sur une seule fréquence et à la possibilité d'offres de services innovants. La télévision numérique terrestre sera donc la possibilité d'accéder à plusieurs programmes de télévision de façon numérique et non par voie terrestre. Une innovation qui s'accompagne d'une libéralisation du secteur de l'audiovisuel. Les chaînes du groupe RTI et 4 nouveaux opérateurs, des contenus valorisés et une ouverture en termes de part de marché sur les recettes publicitaires. L'offre se diversifiant en qualité et en quantité. En démarrant le lancement définitif de la TNT ce 8 février par le district, le gouvernement ivoirien tient le pari de la diversification du paysage par la TNT au plus tard en juin 2020, à l'instar des pays africains, émettant en bande VHF, reste le défi de la couverture totale à l'ensemble du territoire national. C'était un commentaire de Clément Boko. Le commerce équitable était au cœur d'une rencontre entre experts français et ouest-africains. Il s'agit d'utiliser le commerce comme un levier de développement et de réduire des inégalités en veillant à la juste rétribution des producteurs. Rosemont Kini, Clément Boko. Moi, je suis un petit producteur. Je travaille pour la promotion socio-économique des femmes. Ce sont les femmes qui se battent avec la main pour baraquer le beurre de qualité, pour produire. Si on permet aux grandes firmes de venir s'installer, nous sommes morts. Des petits producteurs africains inquiets pour leur survie face aux grandes enseignes occidentales qui s'implantent en Afrique. Comment répondre aux exigences des normes internationales et grandir dans un monde dominé par les géants de la grande distribution? Une problématique à laquelle des experts français et africains tentent de répondre à travers un séminaire sur le programme Équité.
Le programme Équité, c'est un programme qui se déploie sur 5 pays d'Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Ghana, au Burkina Faso et au Mali, et qui vise à soutenir et à renforcer des organisations de producteurs qui sont impliqués dans des filières de commerce équitable et à les soutenir notamment dans la mise en œuvre de pratiques agroécologiques et de réponses aux défis environnementaux de ces filières. Que ce soit en Europe ou en Afrique de l'Ouest, il faut que le commerce équitable aille de pair avec tout ce qui est label bio, label garantissant la santé, bien sûr, du producteur, mais aussi la santé de l'environnement. En fait, c'est en armant mieux les producteurs, en leur permettant de s'organiser en organisation, en augmentant la qualité, en augmentant les questions de traçabilité, en rendant les filières plus solides, en améliorant leur capacité de gestion, qu'on va réussir à faire l'équilibre avec la grande distribution, qui n'est pas un ennemi, mais qui, effectivement, si on la laisse toute seule, va tirer les prix vers le bas et va appauvrir encore les producteurs. Donc il faut absolument réussir à s'organiser. L'un des points forts du commerce équitable, c'est de permettre aux petits producteurs organisés de participer à des marchés qui soient plus rémunérateurs pour eux. Et donc c'est tout l'esprit que de renforcer leur capacité à mieux s'insérer sur des marchés dans des meilleures conditions pour les producteurs et les organisations. En Côte d'Ivoire, 10% des coopératives sont certifiées commerce équitable. Le développement du commerce équitable en Afrique de l'Ouest, une préoccupation partagée par l'ensemble des participants. En Côte d'Ivoire, beaucoup de producteurs ont bénéficié des primes qui ont servi pour le développement social, environnemental de nos populations. Nous pensons honnêtement que c'est un mouvement qui au départ était un mouvement de niche, mais qui commence à prendre place, à s'enraciner dans les valeurs ouest-africaines ou africaines. Les grands groupes s'installent et ont des stratégies pour s'installer dans nos pays. Nous n'avons pas le choix, nous ne pouvons pas les empêcher, mais ce que nous pouvons, c'est d'appeler aux fibres patriotiques de nos consommateurs pour qu'ils consomment des produits nationaux. Durant 5 jours, les participants venus de différents pays de la sous-région vont s'accorder sur les termes de la promotion du commerce équitable entre la France et les pays ouest-africains. La première phase de ce programme, initié en janvier 2016, s'achèvera en mars 2019. L'agriculture est depuis toujours le moteur du développement ivoirien et l'autosuffisance en riz reste un défi que veulent relever riziculteurs et autorités. La culture du riz en plein essor à Gagnoa, dans cette partie ouest du pays, la production du riz paddy est passée de 11 000 tonnes en 2017 à plus de 16 000 tonnes en 2018. Gagnoa veut se positionner donc comme la première zone de production de riz en Côte d'Ivoire avec 10 000 hectares de bas-fonds disponibles. Le reportage de Soro Corona. Espace rizicole aménagé des Zapata à Gagnoa. Badelo, bâtiment brave le soleil du plomb pour débarrasser ses bassins de riz des mauvaises herbes. Il est riziculteur depuis 2000. La culture du riz est effective avec les nouvelles variétés que nous avons sous la main aujourd'hui. Le riziculteur arrive à s'en sortir. Si on apporte un plus encore par rapport aux espaces déjà aménagés, Gagnoa peut être leader en Côte d'Ivoire. Dans la commune de Gagnoa, ils sont plus de 8 000 riziculteurs à se partager les 4 600 hectares aménagés. La qualité de riz, ce que je fais, c'est beaucoup apprécié. Parce que je fais le MB11. De 11 000 tonnes en 2017, la production locale de riz est passée à plus de 16 000 tonnes en 2018. À côté de l'amélioration de la production, le riz décortiqué connaît aussi une meilleure qualité avec les nouvelles machines. Il y a les premières machines qui sont les monoblocs. Ils sont les premiers outils de transformation de riz. Quand tu mets le riz dans le mortier, tout ce que tu mets dedans, ils pilent, ils font sortir. Or, les machines modernes que nous avons, vraiment, ils ont des compartiments qui permettent vraiment à faire le tri. Ici, quand on pile, il n'y a pas de cailloux. Voilà, c'est pour ça que moi, j'ai opté piler ici maintenant et je commerce et j'envoie ça sur Abidjan. Nombreux sont les Ivoiriens qui préfèrent aujourd'hui consommer le riz made in Côte d'Ivoire pour sa qualité. Le riz que nous prenons ici, c'est sans cailloux. Et j'en ai conseillé à beaucoup d'amis qui viennent acheter aussi le riz de qualité ici. Cependant, la riziculture encore artisanale est confrontée à de nombreuses difficultés. Nos riziculteurs de Gagnoa, nos difficultés sont multiples. D'abord, avoir accès au crédit, côté matériel agricole, et puis l'accès aux intrants. Le coût des intrants sont un peu élevés. Il faut augmenter encore les superficies. Parce qu'il y a encore des zones qui ne sont pas vraiment encore aménagées. C'est là qui cause le problème.
Si ces zones sont aménagées, je te dis que Genwa peut nourrir la Côte d'Ivoire parce que c'est une zone à grande production de riz. Aménagement des bas-fonds, mécanisation, financement du secteur et subvention des intrants. Des solutions pour atteindre une production annuelle de 2 millions de tonnes de riz blanchi en 2020, synonyme de l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en riz. En 2018, la production nationale était de 1 550 000 tonnes, soit 85% de la consommation nationale. Une délégation de l'école supérieure agronomique de Montpellier est à Botro. Elle a évoqué avec les acteurs du système éducatif la construction d'un lycée professionnel agricole dans cette localité. Ce lycée sera construit sur une superficie de 25 hectares. Kwadio Kwame. Conduite par Los Frédéric, chef de projet, la délégation de l'école supérieure agronomique de Montpellier est forte de 7 personnes. Mandatée par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et l'AFD dans le cadre du programme de remise de dettes C2D et du prêt souverain que pourrait contracter la Côte d'Ivoire en 2019 concernant le volet développement rural. Que nous sommes aujourd'hui à Botro, donc dans ce cadre-là. Donc nous avons réalisé une étude d'opportunité au mois de novembre et décembre et maintenant donc, nous sommes sur les questions de faisabilité qui concernent le lycée professionnel sectoriel à vocation agricole qui devrait être implanté ici à Botro. Mais aussi centre de ressources qui est prévu pour pouvoir faire de ce centre vraiment un acteur du développement rural en pouvant aussi accueillir je dirais les organisations de producteurs. Le futur lycée agricole sera bâti sur une superficie de 25 hectares. Le maire de la commune de Botro s'est réjoui de l'implantation de ce lycée dans sa commune pour la formation des agents de développement. C'est une grande opportunité pour Botro. C'est même inédit, j'allais dire, avoir un lycée professionnel à vocation agricole. Je pense que c'est bienvenu pour Botro. Le maire Kwasi Yao Boris et la délégation ont visité l'espace qui abritera le lycée professionnel agricole de Botro. Les repas, c'est Centrafricains qui rentrent au pays. Malgré la crise, plusieurs repas centrafricains décident de rentrer en Centrafrique, évoquant un horizon économique plus favorable au pays qu'en France, avec moins de concurrence et plus d'opportunités. Sur son sidecar, Auguste se rend près de la capitale centrafricaine. À Bangui, Clément Ndotizo poursuit ses investissements en attendant la rentrée du Parlement où il a été élu député. Quant à Faya Druide, il fait ses dernières répétitions avant un concert. Leur point commun, ce sont des repartes, des Centrafricains expatriés en France qui ont décidé de rentrer à Bangui malgré les crises qui secouent le pays. Moi, quand je rentrais, d'abord mes compatriotes à Paris me disaient « il est fou ce monsieur ». Fou, Clément Ndotizo ne l'est sûrement pas. En France, son entreprise peinait à décoller. À Bangui, il a créé l'une des plus grosses sociétés du pays avant d'être élu député. Dans son immense villa, il se félicite d'avoir fait le choix de rentrer. Ok, regret, parce que je vois ce qui se passe en France, avec les gilets jaunes et tout, vous voyez que j'ai vraiment fait un bon choix pour rentrer chez moi aujourd'hui. Dans son exploitation agricole, Auguste Ogoula aborde aussi un grand sourire. Il est revenu en 2018 en vacances et n'est plus jamais reparti. C'est quand je suis arrivé que je me suis rendu compte des opportunités et de tout ce qu'on pouvait faire dans ce pays. Depuis son retour, Auguste a lancé un bar à concert, une boulangerie ainsi qu'un bassin de pisciculture. Il aimerait que d'autres Africains fassent aussi le choix du retour. On est en train de perdre beaucoup de talent et beaucoup de cerveau et de talent, je pourrais le dire comme ça, quoi. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés là-bas qui étaient ici talentueux, qui se sont perdus dans la masse en Europe parce qu'il y a la concurrence et beaucoup plus de concurrence, je dirais, qu'il y a en Afrique. Une concurrence moins féroce et plus d'opportunités économiques. Voilà les raisons avancées par ceux qui ont choisi de retourner en Centrafrique. Une explication paradoxale que Faya Druide raconte dans ses chansons.
Sachez que le corps récupéré dans l'épave de l'avion qui avait disparu au-dessus de la Manche le 21 janvier dernier a été formellement identifié comme étant celui du footballeur argentin Emiliano Sala. C'est ce qu'a annoncé la police du comté de Dorset. C'est dans le sud-ouest de l'Angleterre. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.